Plongeons dans le monde captivant du travail social. Travail social. Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je poursuis l'échange avec Hélène Maillefer, assistante de service social française, que vous avez eu le plaisir d'entendre lors de l'épisode sur les représentations de l'assistante sociale. J'ai d'ailleurs découvert que peu importe le pays dans lequel vous exercez, certaines représentations vous ont fait écho, comme quoi on fait parler de nous dans le monde entier. Bon, désormais, il est temps d'en découvrir davantage sur notre merveilleuse profession et de passer au-delà des clichés. Et pour débuter, j'aimerais porter 2 éléments à votre attention. En France, la profession d'assistante de service social, ou pour aller plus vite, on peut dire la profession d'AS, est légiférée et bénéficie d'un référentiel de formation et d'un référentiel professionnel qui décrit la profession, ses fonctions et ses activités, ainsi que ses compétences. Si vous êtes curieuse, je vous invite à le consulter, j'ai mis les référentiels dans la barre d'infos. La deuxième chose, et peut-être que je vous l'apprends, mais assistante de service social est un titre protégé. C'est-à-dire que personne ne peut occuper un emploi d'assistante de service social ou porter ce titre sans être autorisé par l'État français. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les assistantes de service social diplômées d'État, les DEASS en France, restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue Hélène. Bonjour Stéphanie, en tout cas je suis ravie d'être là et ravie en tout cas de venir partager ce moment avec toi. Merci beaucoup pour ta présence. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui est cette fameuse assistante de service social? Où est-ce qu'elle peut travailler et qui peut venir la rencontrer? Eh bien c'est une vraie question, c'est ce que doivent se demander beaucoup de personnes justement. Déjà c'est important de dire voilà, que l'assistante sociale c'est quelqu'un qui sort de formation. Quand elle sort de formation, qu'elle est diplômée, elle a souvent fait plusieurs stages professionnels au cours de sa formation, elle a acquis plusieurs connaissances dans plein de domaines différents relatifs aux politiques sociales, hein. Donc elle a vraiment un spectre très large de connaissances. On pourrait même dire que c'est une généraliste en fait au départ. Et puis ensuite, son parcours va l'amener à se spécialiser dans différents champs. Et c'est là que la palette est quand même très très large, puisqu'en fait, elle peut travailler en milieu hospitalier. Par exemple, ça peut être en psychiatrie, en gériatrie. Elle peut être amenée à travailler dans pas mal d'environnements médicaux, en milieu scolaire, dans le secteur médico-social, dans le champ du handicap, dans le champ de la vieillesse. Elle peut être aussi en service social de proximité, ce que souvent on connaît le plus souvent. Elle peut aussi travailler dans les services du personnel, parfois on n'y pense pas, mais par exemple à l'armée. C'est aussi voilà, des professions, dans la fonction publique aussi, l'aide sociale à l'enfance, à la sécurité sociale aussi, ça c'est pareil, on l'oublie, mais il y en a. En entreprise, enfin bref, à plein d'endroits différents. Et ça, c'est vraiment la force, sa force quand elle sort justement aussi de son diplôme. Avec son diplôme, c'est qu'elle peut aller se spécialiser à un moment donné, peut-être à plein d'endroits différents pendant sa carrière, mais elle va pouvoir développer, voilà, se spécialiser dans un champ de compétences particulier. En tout cas, ce qui veut dire que comme elle intervient dans plein d'endroits différents, elle intervient donc auprès de publics très diversifiés, hein. Souvent, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les représentations, on imagine des personnes qui cumulent beaucoup de vulnérabilités, voilà, dans des situations presque chroniques, hein, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait. Et en fait, pas du tout. Elle peut être amenée à rencontrer une multitude de personnes issues de catégories socio-professionnelles très différentes, de cultures, de métiers, de contextes familiaux très hétérogènes en fait. Je vais vous donner l'exemple parce que moi j'ai travaillé pas mal d'années du coup à l'assurance maladie. On pourrait se demander mais qu'est-ce qu'elle fait là, l'assistante Oui. sociale à l'assurance maladie? Et bien en fait elle accompagne des salariés qui sont en situation d'arrêt de travail
heu, qui ont pu rencontrer, malheureusement, ce qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous, un cancer, une pathologie lourde, un AVC, un accident de travail aussi ponctuel avec des conséquences qui vont entraîner un arrêt de travail très long. Et ben, en tout cas, elle va accompagner ce public-là, déjà bon dans l'accès aux droits, ça c'est la 1 chose, mais aussi dans, la mobilisation des ressources pour l'aider à préparer son projet de reprise après l'arrêt de travail. Comme quoi là, c'est une corde à son arc qui est peu connue, mais en tout cas, qui existe. En tout cas, l'idée, c'est qu'elle puisse favoriser le retour à l'emploi, malgré, voilà, une situation à un moment donné, de rupture qui peut arriver à tout à chacun dans un parcours, de vie. Merci pour cette première mise au point sur la profession. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ses fonctions et ses activités? Concrètement, on peut dire que l'assistante sociale dans son activité, généralement, elle est dans une posture d'accueil déjà, hein, d'écoute, des personnes ou dans l'idée aussi d'établir une relation de confiance. Et puis, ses connaissances, son expérience vont faire qu'elle va avoir une évaluation, de la situation assez fine. Elle va pouvoir aussi, donner des informations, conseiller, orienter la personne en fonction de sa propre situation. Et l'idée vraiment aussi, c'est de pouvoir, soutenir la personne, dans ses démarches, de la mobiliser autour aussi de son propre parcours. Et l'idée aussi de, mettre, en synergie, tous les acteurs qui peuvent graviter autour de la personne. Parce que parfois, on le sait, hein, notamment sur l'exemple de quelqu'un qui est en arrêt de travail, Heu il est perdu entre le médecin, traitant, le médecin du travail, le médecin conseil, le médecin spécialiste, il y a la maison départementale, on appelle ça les maisons départementales, pour les personnes en situation de handicap. Les démarches, voilà, je dois faire quoi? Je suis perdue, la sécu, enfin bon bref. Et c'est vrai que, l'assistante sociale aussi à un moment donné, le fait qu'elle ait quand même une connaissance globale des politiques sociales, qui entourent, voilà, tout à chacun dans la société, va permettre à la personne d'y voir plus clair et puis d'aller saisir, les choses opportunes en fonction de sa propre situation. Donc il y a vraiment un rôle quand même, je trouve, pédagogique, informationnel aussi, qui est important, chez l'assistante sociale. Voilà et qui Mhm. pas forcément mise en valeur, mais en tout cas, qui prend une part importante dans nos entretiens, avec les personnes. Et puis à savoir aussi quand même qu'on respecte un code, de déontologie, hein, de profession donc voilà avec, alors je le connais pas par cœur, voilà, mais en tout cas il y a quand même cette idée, d'avoir une posture professionnelle éthique, hein, auprès du public, qu'on accompagne, dans un tendre vers une certaine neutralité, d'être dans le non-jugement, voilà, il y a quand même en tout cas l'idée d'une posture professionnelle, heu, particulière. Donc ça peut en tout cas au niveau de l'activité de l'assistante sociale, elle peut intervenir en individuel, en entretien, avec des personnes, mais il y a aussi quand même, un côté de son activité professionnelle, qui est un peu moins connu, mais en tout cas elle fait aussi de l'intervention, en travail social, collectif. C'est tout ce qui est intervention collective, alors des fois ça peut être des actions communautaires, ça prend plein de formes différentes, hein. On parle aussi de développement social local, voilà, d'animation Mhm. de groupe et cetera. Et ça, c'est vraiment une corde à son arc qui est peu connue, parfois un petit peu en tout cas en Sous-utilisé. métropole, peut-être sous-utilisée, voilà, on va dire ça. Oui. Heu voilà, pour donner un petit peu un exemple aussi de ce qu'on peut faire en travail social collectif, je vais reprendre un exemple quand je travaillais à l'assurance maladie, heu, on s'est dit à un moment donné avec des collègues, on a beaucoup de personnes qui sont très isolées par l'arrêt de travail en fait, parce que souvent, pendant l'arrêt, déjà on travaille pas, donc on n'est plus avec les collègues. Souvent, on a un peu de culpabilité aussi, hein, d'être absent, voilà. La famille, c'est pas forcément les personnes auprès desquelles on a envie de se confier. Donc on s'est dit, ce qui peut être intéressant à un moment donné, c'est concilier une problématique commune, l'arrêt de travail avec des difficultés à reprendre son travail après l'arrêt et puis, un besoin aussi peut-être de, sortir de cet isolement. Donc on avait mis en place, donc des actions de groupe comme ça et ça a été, très, très riche. Enfin,
Vraiment l'idée, on est parti sur un modèle travail social de groupe en se disant: «On réunit les gens, les personnes viennent se présenter, font connaissance et puis là va émerger des points de convergence, peut-être des besoins communs», avec l'idée de se dire: «Bah, là, on sent qu'il y a un besoin par exemple d'information, on va faire venir le médecin du travail». Voilà, on essaye aussi de mobiliser les personnes pour qu'elles aillent chercher les acteurs. Il y avait vraiment cette idée-là, de remettre les personnes en action, de pouvoir avoir un endroit, de libération de la parole aussi, et d'avoir aussi, des pairs qui partagent des en tout cas une situation similaire. C'est jamais totalement, pareil, mais en tout cas, voilà, d'avoir une écoute où tout le monde parle finalement de à peu près de la même chose. Donc c'est vrai que ce volet-là, en tout cas moi j'y suis très attachée. Dans ma pratique, en tout cas, voilà, je trouve ça important de garder les 2, hein, de garder cette approche individuelle et le collectif pour moi est totalement, complémentaire, et d'ailleurs je dirais même est assez puissant dans ce que ça peut produire, dans les groupes. Merci de nous avoir donné des exemples. En fait, c'est très parlant et je te rejoins effectivement sur les interventions de groupe et les interventions collectives qui sont pas toujours visibles ou en fait qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir mettre en œuvre et qui pourtant font partie intégrante de nos compétences professionnelles. Merci. Alors, tu as fait le point sur 4 grandes fonctions sur 5 des assistantes de service social, telles que l'accueil et l'écoute des personnes, l'évaluation, le conseil et l'orientation, mais également l'accompagnement social individuel et l'accompagnement social collectif. Je sais que tu voulais parler de la dernière fonction, le conseil au développement des politiques sociales et territoriales. C'est vrai que ça, c'est pareil, c'est assez peu connu, valorisé. Alors je pense que c'est aussi peu développé, probablement aussi, en tout cas nous en métropole, par rapport au manque de temps, de moyens, hein, on est souvent pris, par le quotidien. Mais quand même, l'assistante sociale, elle a d'ailleurs, ça fait partie de son champ de compétences et de son obligation, hein. Elle entretient une veille professionnelle quand même, législative, documentaire, tout au long de son parcours. C'est un devoir en fait, hein, d'actualiser ses connaissances, heu et ça permet quand même d'avoir une certaine expertise, de ce qui se passe, qu'elle peut aussi, du coup mettre en adéquation avec ce qu'elle peut rencontrer sur le terrain. Et là, je me dis qu'il y a vraiment un réel champ d'expertise qui est un petit peu sous-exploité, si je peux me permettre le terme, mais Mhm. voilà, c'est un peu dommage, heu, voilà, en termes d'aide à l'élaboration, voilà, à l'évaluation aussi des politiques sociales, de leur mise en place concrètement sur le terrain, des effets que ça produit, parce que du coup, elles sont en première ligne aussi. Donc ouais, ça c'est en tout cas un pan de la profession qui mériterait d'être, mis un peu plus en valeur. Alors si je résume, tu as mentionné différents lieux d'exercice. Évidemment, on pourra en ajouter d'autres comme les associations du secteur social ou les entreprises d'économie sociale et solidaire, etc. Puis tu as parlé aussi des différentes fonctions et activités des DESS également. Maintenant, quand je te posais la question de qui peut être accompagné par une AS, c'est tout le monde en fait. Tout le monde peut être accompagné par une assistante de service Tout social. à fait. C'est en fait, toute personne peut venir voir l'assistante sociale, quel que soit, en tout cas le public qui va venir la rencontrer. On a tendance à le catégoriser par catégorie socio-professionnelle en fait, hein. J'ai Hmm. l'impression, alors après c'est peut-être aussi, moi ma propre représentation des représentations, mais j'ai quand même cette sensation-là que, dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire, commun, on est un petit peu là-dedans quoi, que ça ne concernerait qu'une catégorie, socio-professionnelle. Hmm. Alors que, en milieu hospitalier, n'importe qui peut être hospitalisé, peut avoir besoin, d'un accompagnement pour un retour à domicile après hospitalisation. La personne âgée vieillissante, ça va nous concerner tout à chacun. À un moment donné, si on s'est jamais trop penché sur la question, le jour où ça nous arrive ou pour un proche, on ne sait pas forcément comment s'en dépatouiller, quel acteur mobiliser et cetera. Bah, je me dis que c'est quand même un acteur privilégié finalement pour beaucoup de personnes. Heu, voilà, on pense, les situations, heu, par exemple de violences conjugales aussi, des situations plus graves. En tout cas, c'est une professionnelle ou un professionnel, parce qu'il y a des hommes aussi, qui, est aguerri de ces questions-là. Heu, voilà et qui a pas peur non plus d'aller sur ces questions difficiles. Parce que parfois, on sent, hein, quand on échange aussi avec des partenaires, d'autres acteurs qui ont d'autres métiers ou quand les situations sont un petit peu trop compliquées,
il y a beaucoup d'enjeux, on sent qu'il y a une certaine appréhension ou un sentiment de pas être légitime. Alors, c'est pas pour dire que l'assistante sociale est forcément plus légitime, mais en tout cas, c'est des, problématiques qu'elle a déjà envisagées, qu'elle a déjà probablement côtoyées ou abordées et qu'elle est en capacité, en tout cas, pour accueillir, apporter un premier niveau de réponse. Après, elle fera pas tout toute seule, mais elle sait quel levier activer. Chose qui parfois, peut-être, dans une autre profession, des personnes vont pouvoir accueillir, mais du coup vont être rapidement en difficulté parce que ne vont pas savoir quoi faire de l'accueil de cette parole. C'est vraiment pertinent ce que tu dis. J'ai justement enregistré un épisode avec un assistant de service social qui aborde spécifiquement les collaborations professionnelles et le partenariat. Et en fait, comment l'AS peut travailler avec différents professionnels, institutions ou organisations dans ses interventions, dans ses accompagnements. Et si je rebondis sur ce que tu mentionnais juste avant, j'ai l'impression que la question n'est pas tant qui peut être accompagné par l'AS, mais pourquoi être accompagné par une assistante de service social. Eh oui. Eh ben, pourquoi? Il peut y avoir plein de pourquoi. Je pense que le pourquoi, il peut, revêtir plein de visages. Heu, de toute façon, l'assistante sociale parle d'une demande et parfois la demande, c'est pas vraiment la demande sous-jacente. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais Oui, parfois, en tout cas, une personne peut arriver avec la sensation d'une difficulté ou d'un problème, et l'assistante sociale, en tout cas, va permettre de vraiment border, ce problème avec la personne qui, parfois, n'est pas le problème énoncé au départ et ça va permettre de vraiment cibler où est le vrai problème. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. oui, alors justement, est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer tes propos? Un exemple, par exemple, si c'est une demande d'aide financière, généralement l'assistante sociale ne va pas se cantonner qu'à cette demande-là. Notre travail, c'est d'évaluer la situation. Donc, pour évaluer une situation, il va falloir en savoir un peu plus. Donc l'idée, c'est de s'être dans l'entretien, de pouvoir recueillir des informations de compréhension du contexte de la personne et cetera. Et c'est à partir de ces éléments-là, généralement, qu'on travaille la demande, qu'elle commence un peu à s'affiner. Heu et effectivement, des fois, on peut en conclure que la demande d'aide financière, oui, immédiatement, c'est peut-être un premier niveau de réponse, mais par rapport à la problématique de la personne, par exemple, voilà, elle a accumulé des dettes de loyer, ça va quand même être intéressant de se dire, si elle en est là aujourd'hui, peut-être d'aller creuser pourquoi elle en est là aujourd'hui, de se poser la question aussi, oui, si aujourd'hui on aide ponctuellement, cette personne, sur le plan financier, est-ce que demain elle va pas revenir avec la même problématique? Donc l'idée, c'est vraiment de se dire: «OK, c'est une première porte d'entrée, la première demande, c'est celle-ci». Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire en sorte déjà que cette demande se reformule plus de la même façon et ne revienne pas de façon chronique. Donc, finalement, ça la demande, quand on va creuser, ça va peut-être être, voilà, une problématique de gestion budgétaire. Donc on va regarder le budget, comment ça se passe. Ça peut être une problématique, on va découvrir qu'en fait, il y a des factures d'énergie qui sont, astronomiques parce qu'il y a un problème d'isolement énergétique, que la personne, elle est en précarité, hein, au niveau du logement. Donc là, on va se poser la question du relogement. Hem, Ça peut être aussi, ouais, des charges aberrantes de la copropriété parce qu'il y a eu des erreurs. Enfin, finalement, l'origine est très large, hein, peut être très, très large l'origine du problème. Oui, puis j'étais en train de penser, en sortant de la portion financière, on peut aussi découvrir une perte d'emploi, une situation de violence conjugale, une problématique liée à la parentalité. Ça peut être aussi un enjeu culturel qui fait qu'on en arrive là. En fait, ça peut être vraiment beaucoup de choses que l'assistante de service social doit aller Beaucoup de choses, évaluer ouais. pour bien comprendre la situation. Et c'est ça, je trouve, qui constitue la richesse, en fait, de l'évaluation. Oh oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le fait de pouvoir balayer, on parle beaucoup de démarche holistique, hein, en ce moment, moi, c'est vrai que dans l'approche en santé, j'aime assez, hein, dire, voilà, partir sur l'idée d'une approche en santé globale et c'est vrai que l'évaluation du travail social, en ça, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les pans de la personne. On est vraiment, en tout cas, dans l'idée de prendre en considération, dans la compréhension de la situation, l'ensemble des éléments qui interfèrent dans la situation et ça, je me dis, c'est aussi un une expertise et une compétence et
une dextérité professionnelle, j'aurais presque, envie de dire, presque un geste professionnel. Là, c'est un peu la psychologie du travail qui parle, Oui, c'est mais une activité professionnelle, oui. effectivement. Et voilà, c'est presque comme je dirais un médecin, lui, il va faire un diagnostic avec, voilà, sa grille de lecture, heu, médicale avec ce qu'il a appris, ce qu'il connaît, son expertise aussi, son expérience. Heu, Bah, nous, on a aussi notre grille de lecture en fait, hein, qui est particulière en fait, qui est propre et qui va, balayer très, très large, même si justement c'est pas forcément l'assistante sociale qui va prendre en compte et qui va résoudre l'ensemble des problématiques qui peuvent, venir de la sphère familiale, du logement, de la mobilité, et cetera, de façon très, très large. Elle va pas forcément prendre en compte tous ces éléments-là dans la mise en action. C'est pas elle qui va faire, mais en tout cas, elle va aider la personne à se pencher sur ces différents points et à en prendre conscience aussi. Parce que justement, dans l'histoire de la première demande, la personne, forcément, à l'instant T, quand elle vient nous voir, son besoin premier, c'est de sortir de la panade, dans l'urgence. Et l'idée, justement, c'est aussi de l'accompagner dans heu, on va dire cette analyse, en fait, hein, cette prise de distance, cette prise de recul par rapport à sa propre problématique pour, la regarder un peu différemment. Et essayer de lui pointer peut-être, heu, bah, d'autres façons de la regarder, peut-être d'autres leviers d'action qui pourraient, avoir un impact aussi sur la situation qu'elle vit à l'heure actuelle. Alors pour apporter une petite info peut-être théorique, il me semble que les éléments ou les sphères que tu mentionnes concernent les déterminants sociaux de la santé. Si je reprends un peu l'Institut national de la santé publique du Québec, l'INSPQ, ils expliquent que ce sont les facteurs qui influencent l'état de santé de la population sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. En fait, les déterminants sociaux sont associés aux comportements individuels et collectifs, aux conditions de vie et aux environnements. En voici quelques exemples. Alors, il y a le revenu, l'éducation, l'emploi, l'insécurité alimentaire, le handicap, le logement, les réseaux de soutien social, les stéréotypes, le genre, l'exclusion sociale. Il y a aussi l'expérience qu'on a vécue dans la petite enfance, les habitudes de vie, et puis l'accès, mais aussi la qualité des services de santé, des services sociaux proposés. Évidemment, il y en a encore d'autres. En fait, l'idée, c'est que il existe des différences de répartition de ces déterminants sociaux qui engendrent ainsi des inégalités sociales. Et c'est pour ça que les assistantes de service social, en fait, tout comme les travailleuses sociales au Québec et sûrement d'autres professionnels dans d'autres pays, les prennent toujours en compte dans leur intervention, et notamment lorsqu'elles font leur évaluation en travail social. Puis je me disais qu'en France, dans le référentiel professionnel, quand on parle de souvent réaliser une évaluation globale de la situation, il me semble qu'il s'agit justement de prendre en compte les déterminants sociaux de la santé. Ouais, 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 bah, ouais, c'est un peu l'objet et c'est vrai qu'on oublie souvent ça. Voilà, la santé, elle est globale et les déterminants sociaux ont un impact de toute façon et même en santé mentale. J'ai récemment, là, fait un MOOC en ligne sur, prévention, repérage de la crise suicidaire et les études scientifiques montrent bien Mhm. que, les déterminants sociaux, sont des facteurs, reconnus et qui peuvent précipiter, vers la crise Ah suicidaire oui. et souvent c'est un facteur précipitant. Donc je me dis: «C'est quand même ça a un enjeu majeur quoi, d'accompagner ces déterminants-là quoi. Parce qu'ils ont un impact, enfin quelqu'un qui perd, Mhm. qu'elle est très bien, qui perd brutalement, son boulot, sa situation se dégrade, on a fort à parier malheureusement que, sa santé mentale va en être impactée aussi, la sphère familiale et après, c'est un peu l'effet boule de neige, hein, de toute façon. C'est vrai qu'il y a pas un problème qui impacte toujours qu'un domaine en silo, de la vie de la personne. On sait bien qu'un problème, je pense à l'arrêt de travail de nouveau parce que ça je connais bien, heu, oui, ça va impacter la vie de la personne, à titre personnel parce qu'elle va avoir des douleurs, parce que, voilà, dans son quotidien, c'est compliqué. Mais ça va avoir aussi un impact sur sa famille parce que, il pourra plus aller faire les courses, tout va reposer sur le conjoint qui va entretenir le logement, qui va s'occuper des enfants. Enfin, donc ça peut aussi être source, de tension. Ça a un impact sur le travail parce que du coup on peut pas, retourner au boulot, que peut-être on pourra pas reprendre son travail. Donc
de toute façon, un seul problème, c'est rarissime qu'il ait pas d'impact sur le reste. Merci Hélène, je pense qu'on s'en va doucement vers la fin de l'interview et je pense que cet épisode de Balado va être le plus long. Et d'ailleurs, souvent quand on parle de la santé, on pense à la maladie ou la santé physique, mais nous, en tant qu'AS, on est aussi présente dans la santé, mais il y a aussi la santé mentale ou la santé sociale en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que parfois je suis un petit peu, alors, on va pas dire en colère, mais un petit peu amère quand même, parce que je me dis, en tout cas ça c'est peut-être propre au contexte en France, hein, voilà, je me dis qu'on est beaucoup des nombreuses professionnelles, pour la plupart bien motivées. Voilà, on a tout ce tas de compétences que parfois je me dis: «C'est dommage, elles restent endormies finalement», parce que les conditions de travail font que, parce que des fois, finalement, une fiche de poste, voilà, va peut-être être un peu restrictive. Parfois, des fois, c'est, justement les partenaires ou les personnes avec qui on va travailler vont cantonner l'assistante sociale à un endroit en fait et qui la Ou à la limite. Voilà, bureaucratie. qui la limite dans son activité en fait et parfois même ça peut être un peu rageant parce qu'on va faire appel à d'autres professions, ou d'autres métiers, et on se dit: «Mais pourquoi on n'a pas pensé à nous en fait?» c'est c'est un peu des fois ça me fait un peu bondir où je me dis: Tout à «Mais nous fait. ça on sait faire». Enfin, je sais plus, l'autre fois je me suis un peu agacée où j'ai vu, on va mettre en place des coachs en santé. Je me suis dit: «Mais c'était un médecin qui disait ça et je me dis: mais il y a pas besoin de coach en santé». Enfin, le tout ce qui est éducation en santé, prévention en santé, fait les travailleurs sociaux, assistantes sociales d'ailleurs, même éduc, là, c'est de façon même plus large, heu, sont en capacité, Mhm. de faire de l'éducation en santé ou de la prévention en santé, et voilà, je suis Tout à étonnée, fait. en fait, des fois, qu'on nous oublie un petit peu Oui. et je me dis que peut-être, la piste pour, essayer un peu davantage de valoriser ce qu'on fait, c'est vraiment en tout cas développer, je sais pas comment c'est, au Québec, mais en tout cas nous ça c'est vraiment, balbutiant. Ça serait d'aller vraiment sur une, clinique en travail social quoi. De vraiment, développer, ce pan-là quoi. Merci beaucoup Hélène, je pense que tes mots vont faire écho à toutes nos collègues DEASS. En fait, on est vraiment plusieurs professionnels motivés pour exercer et, si je peux me permettre de le dire comme ça, il y a plusieurs employeurs qui n'utilisent pas nos compétences ou en fait ne nous permettent pas de mettre en œuvre toutes nos compétences professionnelles. C'est ça. Puis, ouais, si je poursuis ma réflexion, ce balado expose ton travail social, puis également cet épisode. J'espère qu'il va venir démontrer ce que peuvent faire les DEASS et leurs multiples compétences. Alors, pour terminer, est-ce que tu souhaiterais nous dire un mot de la fin ? Oui, on a dit beaucoup de choses, qui pouvaient, en tout cas être positives, mettre en valeur, voilà, la profession d'assistante sociale, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour les professionnels du secteur, on voit que c'est très compliqué, que voilà, il y a en tout cas quelque chose d'assez pesant, un risque aussi, hein, probablement pour la profession, son devenir, il y a vraiment des enjeux. Hem, on est en attente d'un sursaut un petit peu au niveau des orientations de nos politiques sociales. Voilà. Moi, en tout cas, je reste quand même si je suis un peu pessimiste, je reste quand même, optimiste, hein. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais je me dis que même si, finalement, en tout cas, les formes de solidarité qu'on a connues, ne peuvent plus perdurer comme elles l'étaient, on va trouver d'autres formes, de solidarité. Elles s'exprimeront d'une autre façon. Je suis convaincue, en tout cas, voilà, de la force de l'humain aussi et puis, des professionnels qui s'engagent aussi et que, la seule chose qu'on a à se dire aujourd'hui, c'est: «Est-ce qu'on veut en être ou pas de cette transformation et de ces évolutions à venir?» C'est donc, à chacun d'entre nous de décider d'attendre de voir ou de tenter de prendre les devants. Merci bien. De mon côté, pour terminer, j'en profiterai pour donner quelques précisions aux auditrices et auditeurs si vous souhaitez exercer la profession d'assistante de service social en France. En fait, il y a deux grandes possibilités pour exercer la profession. Soit c'est d'obtenir le diplôme d'État d'assistante de service social, qui est nommé couramment le DEASS, en réalisant la formation de 3 ans, ou bien en effectuant une VAE, c'est-à-dire une validation des acquis de l'expérience. Également, il y a une autre possibilité, c'est lorsqu'une professionnelle détient déjà un diplôme d'État dans une autre discipline, telle que l'éducation spécialisée ou le conseil en économie sociale et familiale, pour n'en nommer que 2.
Et bien en fait ces personnes peuvent bénéficier de dispenses, d'allégements, voire de passerelles. Je mets évidemment toutes ces informations dans la barre d'infos. Et comme ici nous sommes un balado francophone international, je souhaite également porter à la connaissance de tous que l'autre possibilité pour occuper un emploi d'assistante de service social, et ça s'adresse aux personnes qui ne sont pas diplômées de France, mais qui sont assistantes sociales dans leur pays d'origine et qui pourraient exercer la profession si elles bénéficient d'une entente ou d'un accord avec la France. Et là, je pense aux pays membres de l'Union européenne et au Québec principalement. Je vous mets également tous les hyperliens dans la barre d'infos. Et pour terminer, pour une énième fois dans cet épisode, merci Hélène pour avoir permis de réaliser 2 épisodes pour le balado Expose ton travail social. J'espère que celui-ci aura permis aux auditrices d'explorer la profession d'assistante de service social et pourquoi pas, un petit objectif plus vraiment secret, permis de se diriger vers ce diplôme. Dans tous les cas, cette saison parlera encore des assistantes sociales, croyez-moi. Et n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.